Notre invité ce matin, Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Force Ouvrière, secrétaire général de Force Ouvrière qui est finalement le syndicat clé dans ce conflit autour de la loi travail. Vous êtes l'homme clé. Mais ça vous fait sourire. Oui, ça me fait sourire. Oui. Hier d'ailleurs, et vous en faisiez la remarque, Manuel Valls, ici même, ne vous a pas cité une seule fois. Oui, je dis, il a dû penser qu'il participait à un jeu, le Premier ministre. Le jeu, c'était ni oui, ni faux. Il disait non sur les modifications à la loi et il n'a pas cité une fois FO. Ça m'a fait sourire d'ailleurs. Peut-être qu'il a un problème avec FO, j'en sais rien. Mais enfin, peu importe, ça c'est pas l'essentiel. Mais parce que vous êtes caché dans l'ombre, caché, pas volontairement, mais dans l'ombre de la CGT, pardon. Mais c'est la CGT qui attire tous les regards. Ah parce que sur certaines manifestations, sur certains on vous voit points, peu quand même. Mais même dans les grèves, vous êtes où? Dans les raffineries. Dans les raffineries, nous sommes présents, mais nous ne faisons pas obligatoirement beaucoup de communication, mais nous sommes présents dans les raffineries. Hier, à EDF, on était présents. Les routiers, la semaine dernière, étaient présents. Je pense qu'ils peuvent redémarrer, d'ailleurs, c'est pas exclu dans les jours à venir. Donc, il y a une série de conflits où les nous sommes présents. Les routiers peuvent redémarrer dans les jours à venir. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Oui, ils étaient en congrès, les miens, ils terminent aujourd'hui. Vous êtes favorable à ce qu'ils redémarrent? Ça dépend des conditions. Écoutez, vous savez, la clé... Aujourd'hui, le président de la République vient de s'exprimer. Oui, je viens de l'écouter, oui. Vous venez de l'écouter. Alors vous réagissez, il a dit... On ne bouge rien, si j'ai bien compris. Il soutient toujours pour le moment, oui, son Premier ministre. Oui. C'est pas la première fois qu'un gouvernement ou un président dit on ne bougera rien, on reste droit dans nos bottes, et qu'in fine, ils sont obligés de bouger, ou ils envisagent qu'effectivement il faut bouger. C'est quoi la situation aujourd'hui? Personne ne doit être surpris. Moi, j'ai alerté le Premier ministre il y a un an. Quand M. Valls envoie une lettre de mission à un haut fonctionnaire, M. Cambrexel, j'ai dit, oh là là, attention, le contenu de votre lettre, ça laisse entendre que le gouvernement veut aller vers, tout le monde en parle aujourd'hui, l'inversion de la hiérarchie des normes. Non, me dit-il. Il a même dit le contraire. Alors je voudrais expliquer. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est très simple, c'est l'article 2. L'article 2. De cette loi travail. C'est quoi? C'est que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. Oui. C'est-à-dire que l'accord est trouvé dans l'entreprise et non pas au niveau de la branche. Tout à fait. On est bien d'accord. Pourquoi on est contre ça? Oui. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Je vais prendre sur les heures supplémentaires. Aujourd'hui, vous avez souvent, aujourd'hui déjà, les donneurs d'ordre qui font pression sur leurs sous-traitants. Par exemple, beaucoup de patrons de PME m'ont dit que leurs donneurs d'ordre disaient combien vous avez touché dans l'entreprise au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi. Vous avez touché tant, vous nous faites remonter une partie, par exemple en baissant vos prix. Donc c'est une pression permanente sur les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, un patron de PME qui a cette pression, s'il est par exemple dans la métallurgie ou la chimie, comme il y a un accord de branche qui prévoit que les premières heures sup sont payées à 25%, l'entreprise est obligée de les appliquer. Donc il n'a pas le choix. Demain, si ça se discute dans l'entreprise, donneur d'ordre, il va dire, mais attendez, là, vous pouvez encore gratter un peu, là, vous pouvez négocier à 10%. Donc il y aura une pression sur l'employeur qui fera lui-même pression sur les syndicats en disant mais écoutez, si vous n'acceptez pas une moindre rémunération des heures sup, le contrat va être mis en cause. C'est un outil de dumping social. On est au cœur du problème. C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Tout à fait. Si le gouvernement bouge sur les heures sup, je ne dis même pas sur l'article 2 dans son ensemble. Sur les heures sup, vous êtes prêt à vous asseoir autour de la table? Non, c'est pas uniquement sur les heures sup. Bon? Non, mais attendez, parce que ça, je prends l'exemple des heures sup, mais vous pouvez prendre... Oui, non, mais attendez, vous pouvez prendre... c'est l'exemple que vous prenez, c'est un exemple, mais je peux prendre pour vous essentiel. C'est un exemple. On l'a vu avec les routiers d'ailleurs, c'était le problème des routiers. Bon, mais on peut prendre temps d'habillage, temps de déshabillage, certains types de congés, ça touche aujourd'hui tout ce qui est durée du travail, organisation du travail. Mais il est bien prévu que c'est un début. Sous 2 ans, ça pourra toucher, cette inversion, l'ensemble du Code du travail. Donc, ce que nous disons au gouvernement, alors il y a d'autres problèmes dans la loi, mais le point clé, celui dont tout le monde parle aujourd'hui, et je pense que Force Ouvrière en a une responsabilité, en mettant l'accent sur cette question-là. Disons 2 choses au gouvernement, au-delà du retrait global de la loi, sur cette question. Vous ne demandez plus le retrait global. Si on peut, depuis le début, j'ai dit... Non, vous ne demandez plus le retrait global de la loi. Jacques Bourdin, depuis le début, j'ai demandé qu'ils suspendent. À la limite, demain, ils nous disent, allez, on se calme, on suspend les débats et on discute, on peut discuter de tout, c'est comme ça une démocratie. Si le gouvernement vous dit, on suspend les débats, on se met autour de la table et on discute, vous allez à la discussion? Bien sûr.
Mais je n'ai jamais coupé, à part une période de 15 jours où il y a eu... Bon, mais sinon, moi, les contacts, j'en ai, moi. Mais je sais, je vais vous en parler. Je veux que mes interlocuteurs connaissent notre position. On n'est pas enfermé dans une tour d'ivoire, il faut qu'ils connaissent. Bon, sur l'article 2 en question, on leur dit où ils remettent le principe de faveur. Parce que on a essayé de faire passer les amendements, pas directement, mais auprès de députés. Il y a des députés qui ont présenté, refus. Deuxième solution, c'est de dire, voilà, ils nous disent c'est pour la négociation. Ah, je dis vous êtes pour la négociation. Alors très bien, cet article 2, vous le retirez et vous demandez au patronat, aux organisations patronales et aux organisations syndicales de négocier. Tiens, pour une fois, vous se mettre autour de la table et sur de cette négocier. question de l'articulation. Voilà. Écoutez, pour une fois, ils respecteraient le code du travail. Ils auraient dû le faire avant, ça, ils l'ont pas fait. Pour le moment, c'est non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, à partir de là, hein? Cela dit, si le gouvernement annonce la suspension des discussions au Sénat et à l'Assemblée nationale, et qu'on remet autour de la parlementaire, et si le gouvernement vous dit venez vous asseoir autour de la table, vous y allez. Bien sûr. La CGT n'ira pas. Ah ben, chacun ses responsabilités, mais moi, s'il y a une suspension, c'est-à-dire qu'on n'est plus soumis à un calendrier, et que ça veut dire qu'on est prêt à discuter sur le fond, ce qu'on n'a jamais fait. Mais bien sûr qu'on peut en sortir. Parce que je me mets à la place des Français, vous aussi, quand même. Mais bien sûr, Jean-Jacques Bourdin, on peut en sortir. Mais ils en ont assez. Il faut trouver une solution. Trouver une solution, ok, mais pour discuter, il faut être deux. Quand à chaque fois, vous avez notamment le Premier ministre qui reste droit dans ses bottes, qui dit « Ah, on peut boucher une fioriture ou pas, 2 grammes de confiture sur la tartine en plus », mais que sur le fond, il reste sur sa position, c'est la philosophie générale du texte, je ne bougerai pas, etc. Comment vous faites pour discuter avec quelqu'un qui est rigide comme ça? Il est très rigide, le Premier ministre. Oui, enfin, la CGT aussi est rigide. Oui, non, pardon. Moi, je suis ni Premier ministre ni la CGT. Mon organisation, c'est Force ouvrière. Vous êtes capable d'être moins rigide. Si je fais des propositions, parce que là, je l'ai dit et je le redis, nous n'accepterons jamais la version de la hiérarchie. Du Parti socialiste. Oui, à titre personnel, oui, ça m'empêche pas d'être critique. Oui, mais non. Ça s'appelle membre du Parti socialiste. Oui. Vous avez beaucoup d'amis dans le Parti socialiste, notamment les amis de Martine Aubry. Oui, entre autres. Oui, entre autres. Oui, entre autres, Jean-Claude Mailly. Vous discutez avec eux. Mais pas simplement avec eux. Et oui. Donc vous n'avez pas rompu le dialogue. Mais même avec le président. Je l'ai vu 2 fois. Oui. J'ai vu 2 fois François Hollande. Il vous appelle là ces derniers temps? Non, pas ces derniers temps. Bon, bah si. Emmanuel Valls vous a appelé ces derniers temps? Emmanuel Valls, je l'ai eu une fois au téléphone. C'est moi qui l'ai appelé. D'ailleurs, c'était quelques jours la veille qu'ils partent en Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai pas. À part, il y a une période de 15 jours au début où c'était tendu. Mais j'ai vu le président de la République. Je lui ai expliqué. Il sait très bien les positions que l'on a, pourquoi on les a, etc. Pourquoi c'est dangereux le dumping social. Bon, la ministre du Travail, je l'ai eu, des députés, d'autres ministres, etc. Moi, je n'ai jamais coupé les ponts de la discussion, parce qu'il est important que votre interlocuteur sache quelles sont vos positions, pourquoi vous êtes contre telle ou telle chose. Après, à eux de prendre leurs responsabilités. Oui, vous lancez un appel au président de la République ce matin. C'est lui qui peut débloquer la situation. À un moment donné, oui, c'est lui qui peut débloquer la situation, c'est évident. Rappelez-vous, quand il y a eu des conflits comme le CPE, à l'époque, qui a débloqué la situation? C'était le président de la République. Donc à un moment donné, c'était Jacques Chirac à l'époque. Donc à un moment donné, si le Premier ministre ne veut pas lui débloquer pour des raisons peut-être... Vous lancez un appel à François Hollande ce matin. Prenez les choses en main. Ne soyez pas rigide, regardez en face la situation. Parce que contrairement à tout ce qu'on dit, etc., y compris collègue de la CFDT, je suis entièrement en désaccord avec lui sur cette question-là. Mais en même temps, écoutez, je me demande parfois, il y a certains responsables politiques, on veut même leur payer. On peut leur faire des cours d'histoire syndicale, d'histoire sociale pour qu'ils comprennent certaines choses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Par exemple, il y a les réformistes d'un côté, les contestataires de l'autre. Ils ont vu ça où? Quelle est l'organisation pour moi la plus réformiste dans ce pays? C'est Force ouvrière. Quand on est d'accord. La CFDT me paraît. Elle est présentée sans cesse comme l'organisation réformiste. Pour moi, c'est pas du réformisme syndical. Vous savez, c'est quoi alors? Il y a un syndicaliste italien, je ne parlais pas de la CFDT à l'époque, qui opposait le réformisme, ils opposaient ça au transformisme. Voilà. Donc on n'est pas dans le même registre dans les comparaisons. Un vrai réformiste, quand vous êtes d'accord, vous le dites. Quand on n'est pas d'accord, vous le dites pas. Et vous dites qu'on n'est pas d'accord et on signe pas. Les chiffres viennent de sortir. On a signé plus de 70% des accords nationaux interprofessionnels depuis quelques années. Donc après, on signe pas tout. Bah oui, quand on n'est pas d'accord, on signe pas tout. Je veux ce qu'a dit encore François Hollande il y a quelques minutes. Je veux que nous puissions aller jusqu'au bout sur le projet de loi travail. Je tiendrai bon parce que je pense que c'est une bonne réforme. Les blocages, notre premier devoir est d'assurer la liberté de circuler. C'est le devoir du président de la République, de l'État. Oui, tous les présidents, tous disent ça, la liberté de travailler. Rappelez-vous à chaque fois qu'il y a des grèves, etc. Mais je rappelle aussi que quand les salariés sont en grève, comme en ce moment, par exemple dans les raffineries, ils perdent du salaire tous les jours.
Quand on est en grève, on perd. La grève va continuer dans les raffineries? Pour le moment, elle continue. Mais vous savez, j'ai toujours dit, c'est localement que les salariés se réunissent. Est-ce que d'autres secteurs de l'économie vont être affectés? On peut ne pas l'exclure. Après, c'est ce qu'on demande. Quel secteur? Écoutez, pour le moment, il y a les secteurs du transport d'une manière générale. Vous savez qu'il y a des mouvements. Vous appelez à la grève dans le transport? Dans la SNCF, il y a un appel à partir du 31 mai. Il y a des appels dans l'aérien, l'aviation civile dans les jours à venir. Bon, ce sont aussi dans les secteurs que les gens se décident ou pas. Vous m'avez dit tout à l'heure que dans les transports, tout était réglé sur les heures supplémentaires. Non, tout n'est pas. Il y a une partie qui est réglée sur les heures supplémentaires. Ils ont encore un problème, si j'ai bien compris, moi, je connais pas tout dans le détail, sur le travail de nuit. Puis en même temps, ils sont solidaires des autres salariés. Ça montre bien l'histoire des routiers, parce que c'est important pour eux les heures supplémentaires, les routiers en volume. Oui, c'est important qu'il y ait un problème sur cette loi, puisqu'ils ont été obligés de dire non, vous inquiétez pas, même s'il faut modifier le décret, on le modifiera. Donc ils reconnaissent bien qu'il y a un problème. Mais moi j'ai dit cet article 2. C'est du dumping social, c'est du dumping économique. Et c'est aussi, pour moi, anti-républicain. Et je confirme. Parce que la valeur d'égalité républicaine, c'est d'assurer un minimum d'égalité de droits entre les salariés. Ça passe par quoi? Ça passe notamment par des accords de branche. Et ça fait un minimum de régulation de la concurrence. Vous savez, vous demandez aux artisans, à l'UPA, vous demandez à la CGPME, au moins sur cette question-là, je ne dis pas sur tout, ils sont, eux, pour les accords de branche. Alors c'est pour qui cette loi? Pour une partie du CAC 40, pour le Premier ministre, pour un syndicat, la CFDT, et les autres ne sont pas d'accord. Enfin, on en est où? Ça, c'est un monde de fou. Si c'est une loi de progrès, comment on peut m'expliquer qu'une loi de progrès, il n'arrive pas à trouver une majorité à l'Assemblée? Comment expliquer, que le pays soit bloqué pour un article d'un projet de loi dont tout le monde dit qu'il est vidé de son sens? Ah non, l'article n'est pas vidé de son sens, l'inversion de la hiérarchie. Un article. Ah bah oui, mais attendez, c'est pas de ma faute. Vous bloquez la France sur un article. Parce que c'est essentiel. Moi, je ne veux pas demain qu'on se retrouve en France dans une situation où on aura moins de salariés couverts par une convention collective. Tous les pays qui ont fait ça, il y a des pays qui ont fait cette inversion de la hiérarchie. Espagne. En Espagne, on est passé de 12 millions de salariés couverts par une convention collective à 7 millions. Idem au Portugal. Il y a eu ça en Allemagne. Les Allemands, ils sont en train de faire machine arrière. Les Allemands, ils sont en train de redonner du pouvoir à la branche. Ils sont en train de nous copier en prenant ce qu'on appelle les procédures d'extension. C'est les accords sont rendus obligatoires. Vous savez, ils ont créé un SMIC. Ils font machine arrière. Et nous, on fait ce qu'ils ont fait il y a 10 ans. Je pense qu'on a un petit côté amateur dans le gouvernement. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est clair pour vous, si le gouvernement vous propose de rediscuter l'article 2, on est bien d'accord, vous c'est pas des fioritures. Hein. C'est pas des fioritures. Vous asseyez autour de la table. Je l'ai dit, je n'ai jamais coupé le dialogue. Mais nous n'accepterons jamais l'inversion de la hiérarchie de loi. Donc, on suspend la discussion. Oui, pour discuter, il faut suspendre. Voilà. Et puis on rediscute. Autour de la table et on rediscute l'article 2. Mais on acceptera. Oui, c'est ce que. Oui, non, ça c'est pas possible. Ça. Je l'ai dit depuis un an, ils ne doivent pas être surpris quand même. Et là, vous ne transigerez pas. Ah non, parce que c'est l'élément. Pour moi, c'est l'élément clé. Et eux-mêmes parlent de philosophie générale. Oui. Est-ce que vous sentez vous qui connaissez bien les arcanes du pouvoir, est-ce que vous sentez des dissensions entre le président de la République et le Premier ministre? Franchement. Est-ce que vous pensez que c'est un peu traditionnel dans la 5e. Il y a toujours un moment où il y a des dissensions entre les uns et les autres parce que ça c'est leur problème, mais ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes trajectoires à suivre, il y a des ambitions personnelles qui peuvent jouer, etc. C'est évident, mais je crois qu'il y a quand même un peu... Alors, si on est poli, on dit un peu d'imbroglio. Si on l'est moins, on dit il y a un peu de bordel quand même. En ce moment, quand vous voyez des ministres qui ouvrent, paf, ils se font claquer juste derrière par le Premier ministre. Même le président du groupe s'est fait reclaquer aussi. Vous avez des députés. Moi, j'ai des députés au téléphone qui me demandent mon analyse, etc. Ils me demandent mon analyse. Quand je me déplace, je me déplace régulièrement et ça m'arrive de rencontrer des députés, y compris des députés socialistes qui auraient voté par discipline. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont ce projet de loi. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas été associés, etc. Et comment peut-on expliquer qu'un projet de loi serait un projet de loi de progrès s'il n'arrive même pas à avoir une majorité? Ils sont obligés de passer au 49.3, c'est quand même incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes dans la grève, au même titre que la CGT, engagé au même titre, mais on ne parle jamais de vous, on revient à ce qu'on disait au départ. Je vois même François Hollande qui dit on ne peut pas accepter qu'il y ait une centrale syndicale qui a son histoire, qui puisse dire ce qu'est la loi ou ce que ne doit pas être la loi. Oui, en fait, c'est pas le cas en plus. Mais je crois qu'il... Vous le prenez pour vous aussi. Oui, mais bien sûr. Vous dites ce qu'est la loi, vous dites non.
Non, mais j'ai le droit de dire, pour mon organisation, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Voilà. Après, c'est pas nous qui votons les lois, ce sont les députés. Et quand ils n'ont pas de majorité, ils font du 49-3. Oui, mais voilà. elle a été votée. 49-3, c'est républicain. Le 49-3, c'est inscrit dans la Constitution. C'est constitutionnel. Ben oui. Le 49-3 est constitutionnel, mais ça, je ne dis jamais. C'est la Constitution de la République, Jean-Claude Mailly. Oui, non, mais d'accord que c'est la Constitution. Je ne dis pas que c'est anticonstitutionnel, mais François Hollande, quand il était en opposition, il disait quoi sur le 49-3? Que c'était un déni de démocratie, une brutalité. Il disait quoi, Manuel Valls, quand il était dans l'opposition? Qu'il faudrait le supprimer, cet article 49.3. Donc, maintenant, il est constitutionnel, mais ça, c'est pas anticonstitutionnel, mais c'est un passage en force. Qu'on le veuille ou non, c'est un passage en force. Ils sont pas obligés d'avoir un deuxième 49.3 quand ça repassera à l'Assemblée nationale, si ça repasse à l'Assemblée nationale. Ils peuvent essayer de modifier sensiblement la loi pour avoir une majorité. On interdit d'être intelligent quand même dans ce pays. Et là, vous pliez à s'il y a un vote 149.3, que faites-vous? S'il y a un vote 149.3, ça veut dire que ça aura bougé. Et peut-être ça aura bougé dans le bon sens. Voilà, c'est tout. Écoutez, quand je dis renvoyer à la négociation, est-ce que les grèves vont durer? Pour le moment, oui, on s'inscrit dans un mouvement, oui, bien sûr. Jusqu'à l'euro? On a prévu, prochaine étape, il n'y a pas de manifestation la semaine prochaine. Non, mais il y a des grèves. Ah, des grèves, oui. Des grèves, oui. Et il y a une manifestation nationale, ça veut dire que les gens vont monter des départements à Paris, un jour où il n'y aura pas de match, on n'est pas si con que ça, le 14 juin. Voilà, le 14 juin, nous appelons à une grande manifestation nationale à Paris. Ça aura démarré. S'il y a des grèves dans les transports, par exemple, ça va affecter l'euro. Oui, mais écoutez, qui est responsable in fine de cette situation? Le monde entier, au moins l'Europe entière nous regarde. Qui est responsable au départ? Et l'image de la France. Oui, écoutez, moi c'est pas de ma faute s'il y a un Premier ministre qui est rigide, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? S'il accepte effectivement de discului du fond, c'est pas de sa faute si vous n'acceptez aucune réforme. Mais non, on n'accepte pas aucune réforme. Il y en a d'autres qu'on accepte, c'est pas ça. Oui. Mais quand on lui dit un an avant, attention, c'est une ligne rouge, qu'il vous dit non, il n'y aura pas d'inversion de la hiérarchie des normes. Je reconnais qu'il ne connaît pas bien l'économique et le social, le Premier ministre. C'est pas sa tasse de thé. Il n'y connaît rien. Je dis pas qu'il connaît rien, il connaît pas bien. Voilà. C'est pas son histoire, c'est pas sa tasse de thé. Je suis persuadé qu'avec son prédécesseur, ça serait pas passé comme ça. Ah bon? Oui, parce que lui, au moins, il connaît l'histoire sociale, c'est quelqu'un de dialogue. Jean-Marc Ayrault serait pas passé comme ça. Oui, sur la méthode, oui, c'est clair. De mon point de vue, je dis pas que raison. Non, c'est votre point de vue. Mais parce que c'est quelqu'un qui dialoguait beaucoup. Voilà, plus que le Premier ministre. Vous avez vu les propositions venues de la droite, de l'opposition, et notamment une de Geoffroy Didier, qui est l'un des candidats à la primaire de droite, qui dit qu'il faut cesser de verser de l'argent public aux syndicats, qu'ils soient patronaux d'ailleurs ou syndicats de salariés. Oui, aux partis politiques aussi. Enfin, faut arrêter ces conneries-là, quoi. Bon, c'est l'argent. On entend tout, on entend oui, tout. Mais bien sûr. Non, mais attendez, il y a des subventions publiques aux organisations syndicales qui passent. On a même créé des contrôles, il y a des commissaires aux comptes, on a créé un fonds national, etc., etc. Tout ça, c'est contrôlé, c'est normal, ça fait partie des règles du jeu. Bon, mais il y a des subventions dans différents cadres, il y a des subventions aux partis politiques aussi. Enfin, on arrête. Écoutez, c'est comme quand il n'y a pas assez de syndiqués en France. Oui, s'il y en avait plus, ce serait mieux. Je suis d'accord, mais je veux bien faire la comparaison avec les inscrits au parti politique. Et puis, il faut grimper tout doucement. Je ne suis pas persuadé que le Parti Socialiste gagne des adhérents en ce moment. Oui. Vous rêveriez d'être l'homme qui débloque la situation? C'est pas une question de rêve. Non. Pour votre organisation. Ça veut dire qu'on aurait obtenu effectivement un respect de la hiérarchie des normes. Mais c'est pas une hiérarchie des normes comme elle existait il y a 20 ans. C'est quand même incroyable de dire que dans un pays comme le nôtre, où on donne d'abord la priorité à la branche, on négocie dans la branche. S'il n'y a pas d'accord, ce qui arrive, vous ne pouvez pas obligé de se mettre d'accord. Et là, on discute dans l'entreprise. Mais on fait pas l'inverse. Mais on fait pas l'inverse. Bon, voilà. Moi, je suis pas dans une logique de marketing syndical. Je suis dans une logique, je veux que demain, les Français soient encore couverts par une convention collective. On est les premiers pays au monde là-dessus. Je pense que là-dessus, on peut être fiers. Merci Jean-Claude d'être venu nous voir ce matin à 8h55.